Bon, on attaque cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument absolu de l'histoire des sciences. Un personnage fascinant, ouais. Et on le fait à travers un prisme hyper particulier. On a devant nous My Inventions, le texte autobiographique écrit par Nikola Tesla lui-même. En 1919. C'est ça. Il avait 63 ans. Et pour nous guider là-dedans, on s'appuie aussi sur l'introduction analytique, qui est vraiment géniale d'ailleurs, rédigée par Ben Johnston. Et c'est essentiel, parce que l'objectif de cette analyse, c'est vraiment pas de relire une page encyclopédique. Non, le but, c'est de décortiquer le fonctionnement interne de cet esprit. Comment ce gars a traité l'information? Comment son cerveau arrivait à concevoir des machines hyper complexes sans jamais dessiner un seul plan? On veut vraiment dépasser le mythe du savant fou. Ou du magicien, ouais. Pour ceux qui s'intéressent à l'apprentissage rapide et à la résolution de problèmes, il y a des leçons incroyables à tirer de ces méthodes, de ces phobies étranges aussi. C'est une démarche absolument nécessaire. Mais pour bien comprendre ces sources, il faut d'abord poser le décor, remettre le personnage dans son vrai contexte technique. C'est-à-dire, Mais fondamentalement, Tesla, c'est l'homme qui a donné au monde le système de courant alternatif polyphasé. le truc qui a rendu le système à courant continu de Thomas Edison technologiquement obsolète. Exactement. Mais Johnston souligne un point hyper important dès son introduction. Il faut impérativement séparer les faits historiques des distorsions créées par la presse de l'époque. Ah oui, le fameux journalisme jaune. Voilà. À la fin du 19e siècle, la presse vivait du sensationnalisme. Et Tesla, avec sa taille immense, son accent, son charisme très théâtral, ses prédictions grandioses, C'était le client parfait pour les journaux, quoi. totalement. Le problème, c'est que les biographes qui ont suivi ont souvent repris ces exagérations. Ils ont enfermé son génie purement intellectuel dans une sorte de mythologie mystique. Ce qui dessert complètement la réalité de son travail d'ingénieur. D'ailleurs, la première partie de nos documents s'attaque direct à cette mythologie. Ça rétablit quelques vérités historiques qui pèsent lourd. Tu penses à la radio assis? Ouais. L'exemple qui saute aux yeux dans l'intro de Johnston, c'est cette bataille autour de l'invention de la radio. On a tous en tête que Marconi en est le père. C'est lui qui a eu la gloire, l'argent, le prix Nobel. Sauf que les sources rappellent un fait juridique majeur. En 1943, la Cour suprême des États-Unis a tout simplement annulé le brevet fondamental de Marconi. Eh oui, la Cour a statué que les travaux de Tesla et aussi ceux d'Oliver Lodge et John Stone étaient antérieurs. Que c'était eux la véritable base de la transmission radio. Et cette décision, elle illustre parfaitement le gouffre entre le génie de l'invention et le pragmatisme commercial. Marconi, c'était un homme d'affaires redoutable. Il avait un objectif clair. Transmettre un signal d'un point A à un point B, point barre. Mais l'esprit de Tesla, il fonctionnait pas du tout comme ça. Ses ambitions étaient démesurées. Il voulait pas juste envoyer un message en morse. Il voulait utiliser la résonance de la Terre entière pour transmettre de l'énergie électrique sans fil à l'échelle planétaire. C'est fou quand on y pense. Et cette incapacité à se contenter d'étapes intermédiaires rentables, ça a causé sa ruine. Oui, et le public comprenait rien à ces projets titanesques. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est ça qui a largement nourri le mythe du magicien incompris. Et cette mythification, elle a touché tous les aspects de sa vie. On lui a même prêté des pouvoirs surnaturels. Oh, l'histoire de la prémonition. Exactement. J'ai lu ce passage sur la mort de sa mère. Un biographe, John O'Neill, a construit toute une légende là-dessus. Il affirmait que Tesla avait eu une vision prophétique. Un vrai don de clairvoyance, ouais. Mais quand on lit les propres mots de Tesla dans My Inventions, l'explication est purement médicale. C'est un cas d'école de désinformation. O'Neill voulait faire de Tesla un être psychique. Or, Tesla lui-même détestait le mysticisme. Il était profondément sceptique. Dans ses mémoires, il l'explique super bien. Il venait de traverser une période d'épuisement total, une grave dépression nerveuse avec une amnésie partielle. Et au moment où sa mémoire commence à revenir, elle le fait de manière chronologique. C'est ça. Et quand elle atteint le moment précis du traumatisme lié à la mort de sa mère, son cerveau projette l'image avec une intensité folle, hallucinatoire. Il appelle ça une post-vision. C'est un phénomène neurologique documenté, lié à un stress extrême. Absolument pas de la magie. Mais attends, pour bien piger la mécanique de cette post-vision, s'il a revécu cet instant avec une clarté telle qu'il a cru que c'était réel, comment les sources expliquent cette capacité à générer des images mentales aussi puissantes? C'est la question centrale de cette autobiographie. Et pour y répondre, il faut remonter aux racines de son développement cognitif. Son enfance en Croatie. Dans la frontière militaire de l'Empire autrichien. Oui, un environnement très dur, très exigeant. Son père était un prêtre orthodoxe, mais surtout un érudit obsédé par la mémorisation.
Il lui imposait des exercices mentaux de malade, non? Des calculs complexes, des devinettes pour renforcer sa discipline mentale. Il disait d'ailleurs à un ouvrier maladroit un jour, ne frappe pas ce que tu regardes, mais ce que tu as l'intention de frapper. Ça en dit long sur la philosophie familiale. Et sa mère aussi, c'était une véritable inventrice. Elle fabriquait ses propres outils. À 60 ans, elle pouvait encore nouer 3 nœuds sur un cil. C'est dingue. Mais il y a surtout ce drame fondateur, la mort de son frère aîné. Don, tué suite à un accident avec un cheval arabe. Et le texte mentionne que les parents étaient tellement dévastés qu'ils comparaient le moindre effort de Nicolas à l'image idéalisée de ce frère disparu. Ça nourrit un manque de confiance initiale terrible chez Tesla. Une pression psychologique insoutenable. Et c'est à partir de ce traumatisme affectif que son cerveau a commencé à vriller, entre guillemets. À réagir de manière très inhabituelle, oui. Il développe ce que la neurologie moderne appellerait une forme extrême d'hyperphantasie. Couplé à de la synesthésie. Exactement. Il souffrait de fameux éclairs de lumière aveuglants qui accompagnaient souvent des mots ou des concepts. S'il entendait le nom d'un objet, l'image apparaissait direct devant ses yeux. Et avec une densité matérielle tellement forte qu'il passait sa main à travers pour vérifier si l'objet était physiquement là. Pour un enfant, c'est terrifiant. Donc on a ce gamin traumatisé, avec des images intrusives permanentes. Comment il passe de cette affliction à la maîtrise totale d'un outil d'ingénierie? C'est là que ça devient vraiment fascinant. C'est la réappropriation d'un handicap neurologique. Le fameux laboratoire mental. Au début, il essayait juste de chasser ces images en convoquant des souvenirs de lieux familiers. Mais il a vite épuisé son répertoire. Donc il a commencé à inventer de nouveaux paysages. À construire des villes imaginaires, à y habiter mentalement. Et vers 17 ans, il réalise que cette capacité de visualisation peut être appliquée à la mécanique. Et la description qu'il en fait est vertigineuse. D'habitude, un inventeur a une idée, fait un croquis, construit un prototype, observe les défauts et recommence. L'essai-erreur classique. Voilà. Mais Tesla court-circuitait tout ça. Il concevait la machine de A à Z dans sa tête. Il modifiait les alliages, les dimensions de manière purement imaginaire, et ensuite il mettait la machine en marche, dans son esprit. Et il le laissait pas tourner juste 5 minutes. Ensuite, il y revenait par la pensée pour inspecter virtuellement les pièces. Il détectait l'usure asymétrique, corrigeait l'équilibrage du rotor, et seulement après, il donnait les codes finaux à ses machinistes. Sans jamais construire de modèle physique avant la version finale. Et le résultat correspondait toujours exactement à sa vision. C'est un contrôle cognitif effrayant. Mais un cerveau câblé comme ça vient avec des dommages collatéraux. Les excentricités qu'il décrit, Ah oui, les phobies. il détestait les perles. La simple vue d'un collier sur une femme lui donnait la nausée. Il frissonnait à la vue d'une pêche. Il supportait pas de toucher les cheveux des autres. Et les compulsions mathématiques, Il devait absolument faire des actions divisibles par 3. S'il comptait ses pas autour d'un pâté de maison et perdait le compte, il recommençait à zéro. Et pendant les repas, il ressentait ce besoin impérieux de calculer le volume cubique de ses assiettes de soupe. Sinon, il prenait aucun plaisir à manger. Mais ces comportements, c'est pas juste des caprices. Quand un cerveau traite les stimuli visuels et auditifs avec une telle intensité pour simuler des moteurs électriques, le filtre sensoriel normal disparaît. Le monde extérieur devient une masse chaotique. C'est ça. Ces rituels obsessionnels, le besoin de tout diviser par 3, c'était un mécanisme de défense, une manière d'imposer un ordre mathématique strict à un environnement menaçant. C'est dingue. Et cette volonté farouche d'imposer un ordre sur le chaos, on la retrouve dans son instinct de survie. Il avait cette conviction profonde que le but de l'invention et de la connaissance, c'est de sauver des vies et de maîtriser la nature. L'anecdote du barrage illustre ça à la perfection. Il est ado, il se retrouve coincé sous l'eau. Emporté par le courant près d'une structure en maçonnerie, oui. La force de l'eau le plaque contre le mur, profondément sous la surface. L'oxygène manque, impossible de remonter. Et à l'instinct critique, son cerveau fonctionne avec une froideur analytique absolue. Un schéma de ses cours de physique apparaît devant ses yeux. Les principes de la pression hydraulique. Il analyse que la force qui le plaque au mur est proportionnelle à la surface de son corps exposée au courant. Et instinctivement, il tourne son corps sur le flanc gauche pour présenter le profil le plus étroit possible. La pression diminue, il se glisse hors du piège et remonte. L'application vitale des mathématiques. Mais bon, avant d'en arriver à ces applications salvatrices, il y a eu les essais et erreurs de jeunesse. Oh oui, les premières inventions Tron-Eiffel. L'hameçon infaillible pour les grenouilles. Un classique. Jaloux du matériel des autres, il improvise avec un bout de fil de fer pointu. Sans appât, il agite le fil vide devant la grenouille, qui finit par s'énerver et mordre le métal par pure agressivité. Mais le plus fou,
C'est le moteur propulsé par des hannetons. Ah, incroyable ça. 16 hannetons vivants, collés sur de petits croisillons de bois attachés à un axe. En battant des ailes, les insectes faisaient tourner le mécanisme à une vitesse folle. Jusqu'à ce qu'un autre gamin arrive et mange les insectes vivants, un par un. Ce qui a dégoûté Tesla des insectes pour le reste de sa vie. Ou devint du côté comique, on voit déjà son obsession. L'ADN de tout son travail est là. Chercher à créer un mouvement rotatif continu, autonome. Passer de l'énergie biologique des insectes à la force électromagnétique pure, c'est une évolution logique. Et son instinct mécanique brut s'est souvent avéré plus fort que les connaissances établies. Le triomphe de Gospic en est la preuve. La fameuse pompe à incendie. La ville achète une pompe flambant neuve. C'est l'événement de l'année. On installe tout près de la rivière, les ingénieurs sont là, la foule en tenue de gala. On actionne la pompe et rien. Pas une goutte d'eau. Les experts cherchent en vain. Et le jeune Tesla, qui connaissait absolument rien à la pression de l'air à ce moment-là, perçoit le problème par pur instinct. Pendant que tout le monde panique, il descend dans la rivière. Il touche le tuyau d'aspiration principal. Il comprend qu'il est effondré sur lui-même à cause de la pression. Il l'ouvre manuellement et l'eau jaillit arrosant tous les officiels. Il s'est fait porter en triomphe par la foule. Face à un problème, la solution réside souvent dans les principes physiques les plus simples que l'excès de théorie tend à masquer. Et cette confiance en son instinct face à l'autorité académique, ça va être le fil rouge de sa quête ultime, Areli, le moteur à courant alternatif. Une quête acharnée, oui, et une éthique de travail obsessionnelle. À Graz, il travaillait de 3 heures du matin à 23 heures. Sans aucun jour de repos. Ça l'a rendu gravement malade d'ailleurs. Il raconte comment il a été guéri par la littérature. En lisant les premières œuvres de Mark Twain, oui. Une histoire qui fera pleurer Twain des années plus tard quand ils deviendront amis. Mais cette obsession, c'était dangereux. Il raconte qu'il s'est forcé à lire l'intégralité des œuvres de Voltaire, près d'une centaine de gros volumes, juste parce que sa compulsion l'obligeait à terminer ce qu'il commençait. Une incapacité totale à lâcher prise. Mais c'est à l'université que le défi académique se pose vraiment, la découverte de la dynamogramme. Le professeur Poschel fait une démonstration de ce moteur à courant continu. Et pour qu'un moteur à courant continu fonctionne, sans s'arrêter, il faut constamment inverser le sens du courant avec un commutateur. Et des balais qui frottent en permanence sur la pièce en rotation, ce qui produit des étincelles énormes et beaucoup d'usure. Tesla observe ça et suggère calmement qu'on pourrait s'en passer, se passer des balais. Et Poschel se moque de lui publiquement. Devant tout le monde, il compare son idée au mouvement perpétuel. Le rejet total. Mais ça a alimenté sa détermination. Son laboratoire mental s'est mis à tourner à plein régime pour induire une rotation mécanique sans contact physique direct. Seulement avec des champs magnétiques. Ce qui nous amène à son effondrement nerveux, Budapest, c'est une description terrifiante. Son système nerveux s'est complètement désintégré suite à ce surmenage intellectuel. Une hypersensibilité auditive folle. Son pouls montait à 260 battements par minute. Il entendait une montre à 3 pièces de distance. Les médecins pensaient qu'il allait mourir. Et pourtant, c'est juste après ça que vient l'Eureka. Le moment de résolution. La célèbre promenade dans le parc. Le soleil se couche. Tesla récite de mémoire le Faust de Goethe. Des vers magnifiques sur le soleil qui se retire pour aller animer la vie ailleurs. Et soudain, la solution apparaît, comme à de ces éclairs de lumière de jeunesse. La réponse parfaite. Il se penche et dessine dans le sable le diagramme de son moteur à induction. Le fameux champ magnétique rotatif. L'invention qui va changer la face du monde. Il contourne entièrement le problème du professeur Poschel. Au lieu du courant continu, il utilise du courant alternatif. Il envoie plusieurs courants alternatifs dans des bobines fixes, de manière décalée dans le temps. Ce qui crée un champ magnétique global qui tourne sur lui-même, comme un fantôme magnétique. Et si on place un cylindre de métal au centre, ce champ invisible l'entraîne. Plus de balais, plus d'étincelles. L'énergie électrique transformée en mouvement mécanique avec une élégance absolue. Un véritable triomphe de la pensée pure sur la contrainte matérielle. C'est exactement ça. Alors, en synthétisant tout ça, l'idée centrale qui ressort de ces sources, c'est que les capacités de Tesla n'avaient rien à voir avec la magie. Non, c'était le fruit d'une discipline mentale hors norme. Une observation méticuleuse des lois de la nature et une confiance absolue en sa capacité à résoudre des problèmes dans son esprit avant de les matérialiser. Ces mémoires sont précieuses parce qu'elles prouvent que le véritable travail intellectuel, l'innovation profonde, ça consiste souvent à bloquer le bruit extérieur. À maîtriser la vue d'ensemble dans sa propre tête pour éviter de s'épuiser dans des essais et erreurs non réfléchis.
Et ça soulève une réflexion finale assez troublante quand on y pense. Ah oui, laquelle? Si on considère que le génie de Tesla s'est forgé en grande partie grâce à l'isolement extrême de sa jeunesse, au développement de ses mondes intérieurs si riches et à des profondes périodes de concentration ininterrompues, Ouais. on est en droit de se demander, notre monde moderne, ultra connecté, saturé d'écrans et de notifications, Un monde que la technologie de Tesla a d'ailleurs contribué à créer, paradoxalement. exactement, est-ce que ce monde-là n'est pas en train d'éradiquer biologiquement et sociologiquement les conditions mêmes qui permettent à un tel niveau de génie de visualisation de naître aujourd'hui? C'est une pensée très provocatrice. Et vraiment troublante à méditer. Ça fait sérieusement réfléchir sur notre rapport à la concentration et au silence. Oui, on a peut-être perdu cet espace mental. Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse des mémoires de Tesla. On espère que cette exploration vous a donné envie de cultiver votre propre laboratoire mental.